Bonjour tout le monde. Donc on a fait un cours introductif. Là on a essayé de cadrer un certain nombre de notions et de se familiariser donc avec la question environnement et développement durable. Aujourd'hui donc on va faire un cours synthétique, biodiversité et gestion durable, et on va rajouter un autre cours sur ce qui est dérèglement climatique, pollution et quelques applications en développement durable. Alors, donc un petit récap. On a déjà vu la dernière fois la définition de l'environnement, et donc on a vu que c'est l'ensemble des facteurs atmosphériques, abiotiques et biotiques. Et donc c'est un support de vie, donc les composantes qui sont l'air, l'eau, les roches et les végétaux, et qui doivent être en équilibre. Ça veut dire que une petite modification d'un seul maillon va faire quoi? Va engendrer la disparition de l'ensemble de l'écosystème. Et puisqu'on parle d'écosystème justement, on va définir les différents types d'écosystèmes pour mieux comprendre la détérioration de l'environnement. Alors, donc généralement on a trois types d'écosystèmes, dont deux dépendent totalement des activités humaines. Le premier, donc, qui est l'écosystème naturel, là, tous les équilibres sont gérés par les lois de la nature et de la biodiversité, sujet de notre cours aujourd'hui avec sa gestion durable, et l'écosystème urbain, dont les équilibres dépendent des règles ou bien sont gérés par les lois et les règles de l'homme. Et on voit différentes applications là, telles que l'alimentation, l'hébergement, sécurité, éducation, communication, route, emploi, etc. Alors là, donc, c'est contrairement au premier. Là, toutes si vous voulez, les équilibres sont réglés par, au niveau de l'écosystème naturel, sont réglés par la loi de la nature et de la biodiversité. Dans le système urbain, donc, les équilibres sont réglés par les lois et les règles de l'homme. Alors, un troisième qui est l'écosystème, là on voit vraiment beaucoup plus l'action anthropique, ou bien elle est très importante. Donc c'est un système largement tronqué par l'homme. Et justement, qu'il s'agit d'un écosystème naturel ou un écosystème urbain ou agrosystème, il faudra toujours dans un contexte de développement durable prendre en considération les impacts sur cet écosystème. Ces impacts, ou bien cette prise en charge doit être prise au moment de la planification de développement et d'aménagement, bien sûr. Alors, et donc là, ça va nous relier tout de suite avec la définition de l'environnement, plutôt de développement durable. Parce que de prendre en charge tous les impacts sur les écosystèmes au moment de la planification et du développement durable, c'est pourquoi faire? C'est justement pour ne pas compromettre les capacités des générations futures. Et pour le faire, il faut qu'il y ait un équilibre entre les trois compartiments. D'accord? On a déjà vu la définition. Donc il y a le compartiment environnement au potentiel écologique, on a la croissance économique, on a la justice sociale, ou bien la partie sociale. Et donc il faut que ça soit équilibré entre ces trois pieds en développement durable. Et donc là, ça nous amène à parler de la nature, de l'environnement en amont et en aval. Donc l'environnement, il est au même moment ressource et récepteur. Donc comme ressource, c'est une ressource d'énergie, de matières premières, de biodiversité, de minières, d'eau, etc. Et comme récepteur, la même chose. Donc là on rejette, il y a des rejets atmosphériques, des déchets, des différents produits, de la biodiversité, eau usée, etc. Alors, biodiversité, donc, on arrive à biodiversité. Vous allez poser la question, vous allez vous dire pourquoi la biodiversité dans le contexte, ou bien pour beaucoup plus d'intérêt par rapport dans le contexte du développement durable. Tout simplement parce que c'est la question la plus importante par rapport, par exemple, au dérèglement climatique ou à la pollution dans le domaine du développement durable. Pourquoi? Parce que premièrement, le déclin de la biodiversité est irréversible généralement. Ça veut dire que quand il s'agit d'un problème de dérèglement climatique ou d'un problème climatique ou de pollution, il y a toujours la possibilité de rétablir. Mais quand il s'agit d'un déclin de biodiversité, généralement c'est irréversible. Et d'ailleurs l'extinction, elle est généralement, enfin, pas généralement, elle est
définitive. D'accord? Une fois on perd une espèce, on ne peut pas, sauf si on avait stocké, par exemple, dans le cas végétal, on va le voir tout à l'heure, cet exemple, de toute façon, on ne va pas précipiter les choses. Alors ça c'est un. De deux, on va voir ensemble, d'accord, pourquoi la biodiversité justement est très importante dans le contexte développement durable et par rapport à l'homme. Regardez, vous avez donc, on va dire que toute la santé et survie de l'homme, elle dépend de quoi? Elle dépend de tout. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure justement d'écosystème. Elle dépend des services écosystémiques. C'est-à-dire en exploitant, en développant et en utilisant ce qu'il y a comme ressources au niveau des écosystèmes, on a beaucoup de services. Donc toute la santé humaine et sa survie dépend des services écosystémiques. Et plutôt services écosystémiques. Ces services écosystémiques dépendent directement de la biodiversité. Cette biodiversité, donc, elle dépend d'un certain nombre de niveaux. Le premier niveau, c'est l'information spécifique ou destinée, qui est le gène. D'accord? Donc cette information spécifique ou le gène, elle dépend de quoi? Elle dépend d'un côté de sa bibliothèque, d'accord, qui sont les espèces, et d'un autre côté de son système de soutien. Qui est l'habitat. Et donc là, à travers cet organigramme, on se retrouve. Pour garantir la santé et la survie humaine qui dépend des services économiques, on doit protéger la biodiversité. Et pour protéger la biodiversité, on doit protéger l'information spécifique qui est le gène. Et pour protéger justement cette information spécifique qui est le gène, on doit protéger sa bibliothèque qui sont des espèces. Et pour protéger ces espèces, on doit protéger les habitats par rapport à ces espèces. Et donc, ça c'est d'un côté. D'un autre côté, de toute façon, le meilleur exemple, c'est la situation imposée par le Covid. Qui a, de toute façon, qui a mis à l'arrêt toutes les habitudes ou bien toute la planète, quoi. Et donc, on va dire que par rapport à cette situation imposée par le Covid, on va dire que sur le plan statistique, 60% des maladies infectieuses humaines sont zoonotiques. Ça veut dire que qui se transmettent de l'animal à l'homme. Et 75% des maladies infectieuses émergentes sont aussi des zoonoses. La même chose. D'ailleurs, cette situation imposée par le Covid a fait sortir qu'on connaît très mal ce qui se passe, ou bien l'interaction entre les différentes espèces qu'on connaît et les espèces qu'on ne connaît pas, et entre les espèces qu'on connaît et qu'on ne connaît pas, et nous-mêmes. D'accord? Alors, donc ça c'était pour expliquer, ou bien pour dire que, si vous voulez, expliquer l'importance de la biodiversité et pourquoi la question de la biodiversité en développement durable. Alors, on va d'abord savoir, ça veut dire quoi cette biodiversité? Alors, historiquement, la biodiversité ou bien la diversité biologique a toujours existé avant l'homme et après l'homme. Tel qu'on le voit là, au niveau de la figure, depuis la plongée, là où la quasi-totalité des continents forment un seul continent et la pente à la sable où tous les océans forment un seul océan, jusqu'au Crétacé où les continents se présentent sous cette configuration.
configuration jusqu'à la configuration actuelle. Donc depuis la plongée jusqu'au-là, la biodiversité a connu plutôt cette extinction de masse. Alors, depuis l'histoire de l'homme sur Terre, jusqu'au aujourd'hui, donc il est considéré comme la période la plus rapide en termes d'extinction de masse. Ça veut dire que l'accélération du processus naturel, ou bien de ce processus, ou bien de l'activité, ou bien de la pression sur la biodiversité, est connue, donc elle est devenue plus rapide depuis l'arrivée de l'homme. Alors, donc, on va d'abord définir c'est quoi cette biodiversité. Une biodiversité, donc, c'est toute la variété de la vie, bien sûr à tous les niveaux. Et là, donc, on a un ensemble de niveaux d'organisation de cette biodiversité, tel qu'on l'a vu dans cet organigramme. Donc, on a d'abord un niveau de l'information spécifique, un niveau de l'information plutôt de la bibliothèque sur les espèces, et un autre niveau qui est général dans les habitats, d'accord, et ou les deux, espèces et habitats. Donc, on a la biodiversité génétique, qui est tout simplement la variété du gène au sein d'une même espèce. Puis on a la biodiversité spécifique, d'accord, c'est le nombre d'espèces ou ce qu'on appelle aussi la richesse spécifique dans un écosystème donné ou dans une biocénose ou dans une région, d'accord. Puis on a la biodiversité écosystémique, donc c'est la diversité aussi d'une région, d'un paysage, d'une biocénose, etc. Alors, maintenant en termes de richesse spécifique, ou bien en termes de nombre d'espèces connues jusqu'à l'actuel sur Terre. Les scientifiques estiment qu'il existe sur Terre entre 3 et 100 millions d'espèces. Mais la majorité des scientifiques s'accordent qu'il peut exister, ça c'est une estimation, entre 3 et 30 millions d'espèces. Mais ce qu'on connaît, ce qu'on a pu identifier, ce qu'on a pu répertorier, ce qu'on a pu vraiment connaître comme espèce, ne dépasse pas le 1,5 million. Alors, comme vous le voyez là, donc on a un petit peu 751 000 insectes, autres animaux 281 000, puis le prokaryote 4800, 1769 000, plantes, tout type de plantes, 248 400, etc. etc. D'accord? Donc ça, c'est une illustration de l'abondance de toutes les espèces connues sur Terre. Là, justement, c'est un exemple pour montrer cette importance de biodiversité. On peut rassembler, regardez là, on a 751 000 espèces d'insectes, d'accord? On peut rassembler toutes les espèces connues sur Terre d'insectes en un seul individu, et toutes les espèces de mammifères, et on connaît très bien la différence entre la taille d'un mammifère comme l'éléphant et comme un insecte, ça veut dire quoi? Mais quand on rassemble toutes les espèces en un seul individu d'insectes et toutes les espèces de mammifères en un seul individu, ça va vous donner ça. C'est pour vous montrer un petit peu cette notion, la vision, le bon angle de voir cette biodiversité par rapport à un développement durable. Puis ce tableau-là aussi illustre la même chose. Vous pouvez comparer un seul individu de cette plante qui est le séquoia géant, il pèse combien, son poids, par rapport à une mycoplasma, la bactérie, et elle pèse combien. Ça veut dire qu'il nous faut combien de bactéries, d'individus de bactéries de mycoplasma pour arriver à un séquoia géant. Ça, donc, c'est des éléments qu'on doit prendre en considération dans l'aspect évolutif, d'accord, de la biodiversité dans un domaine de développement durable. Alors là, c'est un petit peu la même chose. Donc, on a à chaque fois, on rassemble tous les individus d'un groupe donné, d'accord, on est seul individu pour voir un petit peu la différence des espèces connues sur Terre. Alors, il y a une question qui se pose. Comment on peut estimer, par exemple, ce nombre? Comment on peut dire qu'on a un petit peu entre 3 et 30 millions, entre 3 et 100 millions, etc. C'est très simple. On va voir un exemple, d'accord, d'estimation de cette biodiversité. Ce que vous voyez là, le scientifique, il choisit un arbre, là, dans ce cas-là, c'est dans une forêt pluvieuse, il choisit un arbre, il va donc pulvériser cet arbre avec un insecticide biodégradable, et donc il va y avoir, où il y a des espèces mourantes qui vont tomber, d'autres
au niveau par rapport à cet arbre. Il va donc projeter ce qu'il a trouvé sur le nombre d'arbres d'une région donnée ou d'un écosystème donné. Et donc à partir de là, il peut donner une estimation. On peut aussi poser une question par rapport à si vous voulez, à l'importance de cette biodiversité. Là, c'est un autre exemple, d'accord, qui se fait in vitro, au laboratoire. Ce qu'il faut prendre comme argent comptant, c'est que plus le nombre d'espèces ou bien la richesse spécifique augmente, plus les performances écosystémiques ou bien d'écosystèmes augmentent. Et donc là, plus les services écosystémiques sont mieux garantis. D'accord? Parce que le support de ces services, c'est la biodiversité. D'accord? Là, donc, c'est un écotron. Donc, c'est un petit écosystème expérimental créé en Angleterre. Alors, donc, dans cet écosystème artificiel comprend des herbes, des fleurs sauvages, des escargots, des mouches, etc. etc. Ça veut dire qu'il englobe un certain nombre de groupes fonctionnels et taxonomiques dans chaque écotron et on teste l'importance de biodiversité par rapport au service ou à la richesse spécifique de chaque écotron. Alors maintenant, donc ça c'est un exemple par rapport à la biodiversité génétique. Et là, on a donné l'exemple de ces grenouilles. D'ailleurs, parce qu'on perd ou on a perdu un tiers des amphibiens, et puis c'est le groupe le plus menacé actuellement. D'accord? Donc ça c'est au niveau de la Nouvelle-Guinée. Okay? C'est une diversité génétique, un exemple de diversité génétique au niveau des grenouilles. Et par rapport aux grenouilles. Donc là, c'est un autre exemple des services écosystémiques que la biodiversité peut, si vous voulez, garantir dans un écosystème donné. Là, l'exemple, il s'agit d'une comparaison, d'accord, de l'abondance ou bien de la richesse spécifique d'insectes et d'aridés, c'est-à-dire des arthropodes, d'accord, dans un parc de la bibliothèque d'État de Victoria. Et là, la comparaison, elle est entre deux types de végétation. Une végétation permanente, une végétation temporaire ou bien une végétation typique du parc. D'accord? Alors, on voit très bien, on va voir la comparaison. Ce qui est en jaune et ce qui est en vert. Ça, c'est le nombre d'espèces. Et ça, c'est les groupes taxonomiques et fonctionnels. Pôle, c'est pollinisateurs, herbivores, prédateurs, parasitoïdes, détritivores et tout le groupe ensemble. Tous les groupes ensemble. D'accord? Alors, ce qui est en jaune, c'est avec la contribution du package, c'est-à-dire de la végétation du parc. Ce qui est en vert, c'est sans la végétation du parc. Et on voit tout de suite très bien que, par exemple, au niveau du pollinisateur, d'accord, on a avec la contribution du package à peu près 2,5 fois plus, d'accord, de biodiversité, d'accord, de pollinisateurs là. Au niveau par exemple des herbivores, c'est un petit peu 3 fois plus, ok. Puis jusqu'où on arrive à tout le groupe, on voit très bien la différence. On arrive un petit peu à 90 espèces contre insectes et arides, et là on ne dépasse pas les 60. Donc ça c'est un exemple qui illucide l'importance d'une biodiversité au niveau urbain, parce que c'est grâce à ces groupes taxonomiques et fonctionnels que la durabilité de cet espace vert qui est garantie, et par conséquent de l'activité sociale dans cette parc qui est garantie, et aussi l'activité économique. D'accord? Alors, donc, ou comment aussi atterrir une biodiversité. Mais c'est vrai que dans un contexte durable, plutôt de développement durable, on a toujours des réponses, on va prédire, on va essayer de planifier, mais toujours se poser des questions pour mieux comprendre, ou bien mieux planifier, ou bien mieux garantir la durabilité. Donc par rapport à cet exemple, il y a un certain nombre de questions qui se posent par rapport à cette comparaison. Est-ce que, la première question qui se pose, c'est que, est-ce que cette population d'insectes et d'aridés qui a colonisé la végétation temporaire, est-ce que juste elle a été dispersée à partir des parcelles vertes environnantes? Ça c'est une première question qu'on doit prendre en considération pour, dans un contexte ou bien dans un domaine de développement durable, de la biodiversité ou bien des espaces verts urbains. Ou elle était simplement attirée par quoi? Par les passerelles environnantes, vers les sources du package du parc.
Et là, on va dire que ces insectes se regroupaient temporairement. Donc ça, c'est une autre possibilité, une autre question, une autre possibilité en même temps. Ou elles étaient transférées passivement avec le sol, et les plantes pourraient utiliser le package. Et donc là, comme je disais tout à l'heure, donc c'est un exemple qui sert à mieux élucider comment attirer une biodiversité, comment gérer une biodiversité urbaine au niveau d'un espace vert urbain, mais aussi comment garantir sa durabilité par justement la compréhension d'un certain nombre d'embarras ou de questions qui se posent. Donc là, c'est un autre exemple de biodiversité dans un écosystème typiquement urbain. Donc là, on voit une communauté d'invertébrés installée sur des structures artificielles un peu partout. Ce qu'on va dire là, en termes de service, si elle va nous servir à rien, elle va donc nous servir au moins à une auto-épuration du milieu. D'accord? Là, un autre exemple, ou bien une autre comparaison entre une biodiversité au niveau d'un site naturel et au niveau d'un espace vert, c'est-à-dire d'une biodiversité urbaine. D'accord? Généralement, une biodiversité urbaine, elle est moins riche et moins diversifiée par rapport à une diversité naturelle. D'accord? Ce qu'il faut dire, c'est que, en termes de développement de ces différences, elle est rarement quantifiée. Il faut la prendre en considération dans le domaine du développement durable. Ça, c'est un. Deux, il faut aussi la prendre en considération par rapport à la santé humaine. Il faut l'examiner par rapport à la santé humaine. Pas uniquement à la santé, par rapport à la santé de l'écosystème lui-même. D'accord? Parce que tous ces services, comme on l'a dit tout à l'heure, toute la santé et la survie de l'homme dépendent de ces services écosystémiques. Donc là, c'est une diversité écosystémique, une biodiversité écosystémique. Ça, c'est une forêt pluviale, c'est une région, on va dire fluviatile, là et là. Et ça, c'est une région dunaire avec sa biodiversité, bien sûr, et son paysage. Alors, ce qu'il faut dire donc par rapport à tout ça, que, regardez, l'activité humaine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle transforme les écosystèmes, qu'ils soient un écosystème typiquement naturel, ou urbain, ou agrosystème. Donc, elle va le transformer, les écosystèmes, et donc, vers quoi? Vers un rythme accéléré. Une fois le rythme s'accélère, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une perte d'habitat. Cette perte d'habitat va engendrer donc un déclin des espèces, c'est-à-dire de la biodiversité. Donc la richesse spécifique, ça va diminuer. Et donc la performance de l'écosystème diminue. Et une fois la performance de l'écosystème diminue, c'est les services écosystémiques qui diminuent. Et donc tout cela va modifier deux choses, deux paramètres. Et la sélection naturelle et la dérive génétique. Et ça va nous conduire vers quoi? Une différenciation évolutive entre ce qui est biodiversité urbaine et ce qui est biodiversité naturelle. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on a une différenciation évolutive, ça veut dire qu'il va y avoir des espèces qui s'adaptent bien, il va y avoir d'autres espèces qui s'adaptent mal. Ça veut dire qu'il y a une adaptation de certains espaces au changement. Il y a d'autres qui s'adaptent mal ou ne s'adaptent pas au changement. Ceci impose quoi? Dans un contexte de développement durable, par rapport à la biodiversité, la compréhension des plantes et des animaux qui s'adaptent mieux d'abord. Et puis cerner les services écosystémiques qu'ils peuvent fournir. C'est que ça va si vous voulez, nous ramener ou bien nous amène à d'abord comprendre ces plantes et ces animaux qui s'adaptent bien à ces changements. Et puis quels sont les services qu'ils peuvent fournir. Et donc ça va nous aider à quoi faire? Ça va nous aider à équilibrer les impacts humains. Par rapport à quoi? Par rapport aux espèces qui s'adaptent mieux, et les espèces qui s'adaptent mal, mais aussi les espèces qui ne s'adaptent pas. D'accord? Alors, là il y a un exemple par rapport à ça. Donc là, c'est un exemple des plantes géophytes qui fleurissent rapidement après un incendie, contrairement à d'autres qui disparaissent carrément après un incendie. D'accord? Là, différentes espèces de plantes géophytes. D'accord? Puis, ce qu'il faut dire donc aussi dans la gestion, ou bien au niveau de la gestion de la biodiversité, les modèles de gestion de biodiversité changent ou bien modifient les trajectoires évolutives des plantes et des animaux. Là donc, l'exemple, c'est au niveau d'un parc ou bien d'une réserve naturelle qui a été,
si vous voulez, protégé sur 100 ans, et sur ces 100 ans, on a perdu 150 espèces. Ça veut dire que la durabilité, ou bien le contexte, ou le modèle de développement durable par rapport à cette question de biodiversité, il n'est pas toujours, si vous voulez, fiable par rapport à l'apparence de cette gestion. Parce qu'il ne suffit pas de rendre une zone ou une aire donnée comme étant réserve naturelle ou aire protégée, que ça va donner de bons résultats en termes de durabilité ou bien de protection de cette biodiversité et donc en profiter de ces services écosystémiques dont elle fait ou bien elle représente ou elle constitue le support. Dans ce cas-là, il s'agit d'une réserve naturelle protégée, mais sur 100 ans, on a perdu 150 espèces. Les scientifiques, dans ce cas, ils soupçonnent, regardez là, que la majorité de ces plantes donc, ont disparu à cause du nombre des visiteurs ou la proximité des zones urbaines, mais ce n'est pas vraiment très convaincant, beaucoup plus par rapport au nombre d'espèces perdues. Alors, maintenant, il y a un autre problème qui constitue une véritable menace par rapport à la biodiversité et qui cadre très bien avec le domaine de développement durable, qui est l'invasion biologique. Cette invasion biologique, ou le mouvement des espèces, donc en raison de quoi il y a eu cette invasion biologique, c'est par rapport à l'activité humaine, qui est la principale donc, menace de cette biodiversité comme je viens de le dire, et qui est le résultat de quoi? De la mondialisation et de l'augmentation rapide du commerce et des voyages mondiaux. Et la figure là illustre très bien cette mondialisation et l'augmentation rapide donc, de ce commerce et de ces voyages mondiaux. Donc vous voyez là donc, une visualisation des routes maritimes et des activités mondiales. Donc, il suffit quelques jours pour arriver d'un coin très éloigné à un autre coin très éloigné par rapport au premier point. Et donc, il va y avoir un mouvement des espèces par rapport à ces routes maritimes, par exemple, et à cette activité mondiale. Et donc, généralement, les stratégies de gestion par rapport à cette question d'invasion biologique ou bien des espèces invasives qui menacent véritablement la biodiversité, ils prennent en considération beaucoup plus la réduction du nombre d'individus introduits, mais ils ne prennent pas en considération la structure des populations introduites. Et donc, là on parle de sélection, d'accord? Pour mieux comprendre justement cette question, on va essayer de voir avec ensemble deux modèles. On va essayer de voir donc ensemble de modèles. Donc je disais que, regardez, c'est quoi une sélection d'abord? Pour comprendre le modèle, la différence entre les deux modèles qu'on va voir. Donc, c'est la survie uniquement des individus préadaptés pendant le transport. D'accord? Pour, ou bien peut faciliter l'adaptation locale, ce qui peut entraîner une grande probabilité de succès d'invasion. C'est très bien. Pour comprendre, c'est très simple. Regardez. Donc on a un modèle nul, là où il n'y a pas de sélection, et on a un module avec sélection, bien de sélection. D'accord? Pour mieux comprendre, on va essayer de voir les deux modèles. D'accord? Pour le cas des deux modèles, vous avez donc une population native et une population introduite. D'accord? Donc par rapport à ces mouvements anthropiques, ils vont transporter via le commerce, via les voyages, via tout ce qui est activité anthropique, des espèces d'un point très éloigné vers un autre point. D'accord? Et donc vous avez une espèce, une population native, une population introduite. Entre les deux, il y a donc un vecteur de transport. Et donc, pendant ce
l'entraînement, donc transport d'une manière globale. Donc une population pendant le transport, elle va aussi subir donc des changements pendant le transport pour arriver à la population introduite. Donc au début, votre taille de population, elle est élevée. Puis elle va devenir moyenne dans le transport. Donc ça c'est pour le modèle nul. Il n'y a pas de sélection. Ça veut dire que tout se fait d'une manière aléatoire. D'accord? Puis elle va devenir, cette taille de population, faible. Alors pour la diversité génétique, la même chose. Elle est élevée. Là, puis elle va devenir moyenne, et puis donc elle va devenir faible au niveau de la population introduite. Pour l'adaptation moyenne, elle est au début faible, donc elle va rester faible, parce que tout se fait d'une manière aléatoire, jusqu'où la population adulte, elle reste toujours faible. D'accord? Donc ça c'est le modèle nul. Ok? Pour le modèle de sélection, vous avez les mêmes paramètres, et bien sûr il y a la même trajectoire. Mais là, le transport, il y a une sélection. Donc, les choses ne se font pas d'une manière aléatoire. D'accord? Bien sûr, concernant le génotype. Donc, vous avez au début votre taille de population. Donc, ça, c'est le modèle de sélection. Taille de population qui est élevée. Puis, elle va devenir moyenne. Puis, donc, elle va devenir faible. La même chose pour la diversité génétique, donc élevée, moyenne, faible. Et donc la différence elle est au niveau de l'adaptation moyenne. Parce qu'il y a une sélection. Et on l'a dit là, donc regardez, c'est que la survie est uniquement des individus préadaptés pendant le transport. D'accord? Donc l'adaptation moyenne, donc elle est au début faible, elle va devenir moyenne, d'accord? Puis elle va devenir élevée. D'accord? Et là on peut parler donc de variation épigénétique, parce qu'une variation épigénétique, elle peut fonctionner pour une population, même quand la diversité génétique elle est faible. Et donc la différence entre les deux modèles, là c'est un titre d'exemple de toute façon, c'est que d'abord la réduction de la population pendant le transport pour le modèle nul, elle est aléatoire. D'accord? Alors, pendant pour le modèle de sélection, elle n'est pas aléatoire. Ça, c'est un. De deux, c'est que la pression, si vous voulez, sélective, subie pendant le transport, elle est similaire à la pression sélective au niveau de la population introduite. C'est ce qui augmente la probabilité et la chance pour un bon succès d'invasion. D'accord? Et donc, ce qu'il faut dire, c'est que dans un contexte de développement durable, la sélection pendant le transport nécessite une exploitation plus approfondie, une attention particulière dans les plans de gestion. D'accord? De la biodiversité pour un petit peu dans ce contexte de développement durable. Et justement, parce qu'on parle d'espèces invasives, là on a donc quelques exemples d'espèces invasives, différentes espèces invasives à titre d'exemple. D'accord? Puis là, donc, on revient à l'agrosystème, quelques exemples concernant l'agrosystème ou bien la gestion de l'agrosystème ou bien les pressions, parce qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'écosystème le plus tronqué par l'action anthropique. Donc là, vous voyez une ancienne coupure le long d'une crête dans une broussaille côtière, là, vous voyez, et donc ça va découper, ça va défragmenter le système herbacé en deux, et donc déconnecter et disloquer, si on veut, la connexion entre un compartiment herbacé du même système et un autre compartiment, d'accord? Et donc ça va donner, si vous voulez, une nouvelle configuration écosystémique à ce niveau-là, et par conséquent une nouvelle biodiversité ou bien de nouvelles conditions pour cette biodiversité. D'accord? La même chose là, comme vous voyez là, il y a différentes défragmentations du système forestier. D'accord? Un autre exemple.
Puis là, vous voyez, cette route-là, c'est un petit peu aussi un autre exemple de la désagrégation écosystémique d'un système herbacé par une route. D'accord? Et donc ça va découper ce système ou bien le défragmenter en deux parties. D'accord? Et on peut imaginer les conséquences sur la biodiversité dans ce cas. Ça donc, ça va donner quoi là? Ça va donner donc une perte ou bien une défragmentation ou une reconfiguration des habitats, d'accord? Tel qu'on l'a vu tout à l'heure. Et par conséquent, la perte d'habitat par rapport à un certain nombre d'espèces. Le cas là, par exemple, la perte d'espèces des goélands, ça c'est un individu mort. Là donc, c'est un autre exemple forestier aussi, ça c'est lacustre. Ok? Alors, donc tout ça, bien tous ces exemples nous amènent à parler des grands, si vous voulez, problèmes liés ou bien environnementaux liés à la biodiversité, d'accord, qui touchent les espèces, qui touchent, si vous voulez, la bibliothèque de l'information spécifique qui est le gène, d'accord. Donc généralement, on parle d'une espèce en voie de disparition, d'accord. Cette espèce, ça veut dire qu'elle risque de disparaître dans tout ou une partie de son aire de répartition. Ou on a une espèce menacée, ça veut dire qu'elle est susceptible de devenir en voie de disparition. Ou on a carrément une extinction, c'est-à-dire la mort du dernier survivant ou individu d'une espèce ou d'une population donnée. Et justement, donc là, on va voir quelques exemples par rapport à ça. Regardez. Donc, d'ailleurs, avant ça, ce qu'il faut dire, c'est que actuellement, on perd un mammifère sur 8, un oiseau sur 5, on a perdu un tiers des amphibiens, puis aussi on a un petit peu, on va dire, dans les 33% des gymnospermes qui sont en péril aussi. Là, vous voyez donc que les amphibiens sont en moyenne le groupe le plus menacé, puis c'est les oiseaux et les mammifères donc enregistrent de nombreuses extinctions, et au niveau du corail, donc ça va évoluer vers un risque d'extinction accru. Donc, et là, c'est un exemple de quelques espèces qui sont déjà éteintes et d'autres espèces qui sont en voie de disparition ou menacées. Donc, on estime qu'on a environ 500 espèces qui ont disparu au cours des 200 dernières années. D'accord? Parmi celles-ci, 250 éteintes, totalement disparues depuis 1980. D'accord? Et donc, vous pouvez un petit peu imaginer ce que la biodiversité subit. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'importance de la biodiversité et ce que peut faire la biodiversité est vraiment le meilleur exemple qu'il faut prendre, c'est la situation imposée par le Covid-19. Et d'ailleurs, il y a d'autres espèces qui ont disparu mystérieusement. On n'arrive pas ni à définir la cause de la disparition, ni comment, ni le mécanisme. Et on peut donc lier un petit peu ce qui se passe par rapport au Covid, par rapport à ces espèces, avant d'arriver à l'homme. Parce qu'on a dit tout à l'heure, on a vu un exemple par rapport aux maladies infectieuses zoonotiques. D'accord? Alors, donc, tout ça nous amène à parler des causes et des effets, bien sûr, de la perte de la biodiversité. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'on a deux types de causes. On a des causes directes, on a parlé de pas mal, puis on a des causes indirectes. Les causes directes, donc c'est les espèces invasives, et les surexploitations, puis les pollutions, puis vous avez les changements d'utilisation des terres, et plutôt les causes indirectes, vous avez l'augmentation de la population humaine par endroit là, puis l'augmentation des services ou bien des activités économiques, et l'augmentation de l'utilisation des technologies, puis vous avez le facteur politique et socio-culturel. On va voir un exemple plutôt, un modèle de gestion ou bien de suivi de la biodiversité dans un contexte de développement durable. Mais avant ça, justement par rapport aux effets de cette biodiversité, cela laisse poser un certain nombre de questions dans ce contexte de développement durable. D'ailleurs, d'abord, comment l'usage de la biodiversité affectera-t-il les communautés végétales et animales? 2. La gestion de la biodiversité générera-t-elle des effets qui sont nuisibles aux communautés naturelles? Puis est-ce que les actions favorisent les vecteurs pour une invasion biologique non indigène
ou des couloirs pour le mouvement d'espèces animales, ou est-ce que les aménagements contribueront tels à la fragmentation de l'habitat à l'échelle du paysage? Et tout ça donc repose sur l'organigramme qu'on a mis au début du cours. Et donc là, il faut dire comment évaluer un petit peu, bien comment répondre à ces questions. Il faut suivre, ou bien, si vous voulez, essayer de comprendre l'itinéraire ou bien l'évolution de la biodiversité à l'échelle évolutive typique et à l'échelle socio-écologique. D'accord? Donc, et là, ça va faire sortir les trois compartiments ou bien les trois pieds du développement durable. La partie société, la partie économie et la partie environnement. Dans ce cas-là, on parle de biodiversité. Donc, il faut suivre à l'échelle évolutive d'abord le régime, l'historique du régime biodiversitaire, puis l'aspect spatial, d'accord? Et donc, ça va nous amener donc à analyser et l'adaptation des plantes et des animaux, et donc le cadre écosystémique par rapport à quoi? Par rapport à la structure biodiversitaire et par rapport au fonctionnement de l'écosystème. Ça veut dire, là, justifier les services écosystémiques. Une fois justifié ces services écosystémiques, d'accord, on passe à la décision politique qui repose sur cette évaluation, mais bien sûr on prend en considération les actions anthropiques relatives à la biodiversité et les diverses actions anthropiques qui ne sont pas liées directement à la biodiversité. D'accord? Et tout cela se fait dans le but du bien-être humain. Alors, donc, dans ce contexte, ou bien dans cette optique, justement, dans un domaine de développement durable et par rapport à la question de la biodiversité, il faut d'abord définir le problème, définir la question liée à la biodiversité, définir le cadre de la biodiversité par rapport à un service écosystémique donné dans le cadre de développement durable et d'une action qui rentre dans ce contexte. Ça veut dire qu'on va définir le problème et l'identifier par rapport à une gestion, par rapport à un objectif et par rapport à la configuration spécifique. Une fois ce problème est défini, on va donc lister les alternatives. Ça veut dire quoi lister les alternatives? Ça veut dire qu'on va lister les choix de l'action qu'on va faire et de l'espèce indicatrice. Quelle est la meilleure espèce ou le meilleur écosystème qui va m'indiquer le plus comment je peux garantir une durabilité de ces services écosystémiques, donc le secteur de la biodiversité. Une fois donc on a listé les alternatives, on va évaluer, d'accord? On va essayer d'estimer, de bien estimer, puis sélectionner et la meilleure action et le meilleur indicateur, d'accord? Alors, et donc une fois évalué et sélectionné ces actions et ces indicateurs, on va mettre en œuvre les actions sélectionnées. Donc, l'action qu'on a sélectionnée ou bien qu'on a évaluée et estimée que c'est la meilleure, et l'espèce indicatrice qu'on a estimé que c'est la meilleure indicatrice, ou l'écosystème indicateur lui-même, d'accord? Là, on va le mettre en œuvre, c'est-à-dire qu'on va commencer l'action de gestion, d'accord? Et les indicateurs sélectionnés. Et une fois donc ça commence, on va à chaque fois, en fonction du suivi, là, comme on l'a vu là, de l'historique de régime biodiversitaire et du cadre écosystémique, on va donc mettre à jour à chaque fois les informations de l'action, d'accord, et de toutes ces informations. Alors, pour finir, donc ça c'est une photo qui illustre ce qu'on appelle la banque des graines. Ça veut dire qu'on a des graines qui sont conservées dans des sachets, des fioles, pour qu'on peut toujours, si vous voulez, les utiliser en cas où on a un souci par rapport à la biodiversité. Par exemple, s'il s'agit d'une menace ou d'une extinction ou d'une disparition ou bien un autre, si vous voulez, une autre situation entre les deux, c'est-à-dire est-ce qu'on va réintroduire, on va repeupler, on va renforcer. Et donc si on va repeupler, ou renforcer, ou réintroduire, on a toujours dans la banque des graines une graine de l'espèce
plante généralement qui a disparu, d'accord, ou qui est menacée, ou qui est en voie de disparition. Voilà. Donc ça c'était un petit peu un cours synthétique, et sur ce je vous remercie.